alors maintenant la parole à Claude qui va nous présenter Serge Feilloux. Eh bien, nous sommes très heureux donc d'accueillir Serge Feilloux pour cette prochaine présentation. Donc, Serge Feilloux, que certains doivent connaître, qui est consultant en interculturalité, qui est spécialiste de l'Afrique et surtout de l'Afrique subsaharienne. Il a écrit des ouvrages, il est conférencier, il propose des ateliers d'écriture interculturelle et tout cela après des études en sciences politiques. Et actuellement, il est formateur au CICLOP, au Centre interculturel de communication, langue et orientation pédagogique. Alors, la présentation de Serge Feilloux est particulièrement pertinente puisque la crise du Covid a montré l'importance du lien social, mais le lien social est souvent pensé dans la culture managériale occidentale d'une façon un peu fermée, et il va nous proposer l'ouverture à d'autres modes de pensée, en particulier des modes de pensée où la culture du lien, comme dans la culture africaine, sont au centre de la pensée. Donc je donne la parole à Serge Feilloux et nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup, Claude. Le thème de mon intervention, c'est relationnalité africaine versus rationalité occidentale. Et ce que je tenais à préciser d'entrée, c'est qu'il ne s'agit pas d'opposer les deux dans une sorte de, de comparaison, par exemple, mais de voir comment l'un peut nourrir l'autre. Et je note que ce qu'on appelle la rationalité à l'occidentale a beaucoup aussi nourri la relationnalité africaine. Ce thème aussi est en lien avec la crise du Covid-19 qui a mis l'accent sur la nécessité de repenser les fondamentaux de la société occidentale. On a beaucoup parlé de crise du lien à cet égard. Et donc, comme il est précisé dans la présentation de cette journée, nous traversons un moment historique très particulier, un temps de transformation radicale. Pour certains observateurs et penseurs, tels Boris Cyrulnik, on va être obligé de changer et de repenser toute la civilisation. Alors, bien sûr, personne ne sait ce que sera le monde d'après, si jamais il advient un monde d'après, quelle forme il prendra. Mais il est en tout cas intéressant, d'ores et déjà, de repenser, de réfléchir à quelle direction pourrait prendre ce nouveau monde. En tout cas, de nourrir l'espoir de voir advenir un monde peut-être plus solidaire. Alors, j'ai choisi de répondre à une problématique qui a été posée par les organisateurs de cette journée. Comment communiquer proprement, tisser le dialogue, pacifier les rapports, aller au-delà des polarisations et capitaliser sur les richesses humaines. Alors moi, je nous invite à explorer ensemble d'autres manières d'être au monde, des manières de penser, des manières de vivre ensemble, et du coup d'aller voir du côté de la culture que tu connais peut-être le mieux, la culture africaine, qui est considérée comme une culture du lien. Alors quand je parle de culture africaine, ça apporte tout de suite une question, c'est est-ce qu'il y a une culture africaine? Est-ce qu'il y a une Afrique? Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas des Afriques? Tant la diversité de ce continent est grande. Il s'agit d'un continent qui occupe une superficie de 30 millions de kilomètres carrés. Ce qui veut dire à peu près 7 fois la superficie de l'Europe. Il y a évidemment une grande diversité géographique. On passe des déserts aux forêts tropicales, des savanes, 54 États, 5 sous-régions, de multiples familles de langues. Et quand on sait effectivement le rapport entre la langue et la culture, on peut encore une fois se dire, mais est-ce qu'on est fondé à parler d'une culture africaine? Ou est-ce qu'il n'y a pas des cultures africaines? Alors, je parlais des langues. Si on prend le Nigeria, par exemple, le Nigeria compte environ 500 langues. Le Cameroun, d'où je viens, et que certains d'entre vous
connaissent peut-être, en tout cas je pense par exemple à Benoît Terry, le Cameroun compte environ 250 langues. Grande diversité religieuse aussi sur le continent africain, considéré à juste titre comme un continent très spirituel. Il y a la survivance, et bien plus que la survivance, des religions traditionnelles, religions ancestrales, et il y a du fait des apports extérieurs des musulmans, des chrétiens. Et ce qui vient un peu compliquer aussi les choses, c'est qu'en Afrique, on peut pratiquer plusieurs religions à la fois, et cela de manière très, très sereine. On pourrait dire que, en tout cas, en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, on y reviendra, la plupart des Africains continuent d'appartenir, si je peux dire, à leur religion traditionnelle, qui est encore très, très vivace, mais ils ont adopté tout aussi pleinement, de bonne foi, si je peux dire, une autre religion venue de l'extérieur. Ça peut être l'islam, ça peut être la religion chrétienne. Et il arrive, par exemple, de voir des gens qui vont à la messe le dimanche matin et qui, le lendemain ou parfois le même jour, vont aller pratiquer des rites traditionnels qui sont liés à leur religion d'origine, si je puis dire. Alors, pour limiter un peu les choses, pour ne pas parler de l'Afrique de manière trop globale, j'ai choisi de parler de l'Afrique subsaharienne, qui malgré tout reste considérable. L'Afrique subsaharienne, c'est 47 pays, c'est aujourd'hui plus d'1 milliard d'habitants. Ce sont de grandes sous-régions, connues par exemple sous le nom d'Afrique de l'Ouest, où se trouvent des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique de l'Est. Alors, je cite juste quelques pays comme point de repère. Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, Afrique centrale, Congo, Gabon, Cameroun, Afrique australe, Afrique du Sud, Botswana. Donc, on a vu une très grande diversité. Mais en même temps, l'unité culturelle africaine transcende sa diversité. Depuis 1959, quelqu'un comme Cheikh Anta Diop parlait déjà de l'unité africaine. Et de nombreux autres chercheurs, par la suite, ont pu démontrer qu'au-delà de cette diversité, il y avait un fond culturel commun. On y reviendra en détail plus tard. Et cela du fait que l'Afrique a toujours été une terre de migration civilisatrice, une terre d'échange. Et du fait de la tradition orale, des valeurs qui ont été forgées et entretenues pendant des siècles, notamment des valeurs de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le vivre ensemble, comment vivre ensemble, comment habiter le monde et comment être en connexion avec le monde. Toutes ces valeurs-là ont été diffusées dans plusieurs régions, dans quasiment toutes les régions d'Afrique. Et dans toutes ces régions, on va donc retrouver des principes quasi identiques. C'est pour ça qu'on peut avancer l'idée que l'unité culturelle africaine transcende sa diversité. Alors, on va retrouver des valeurs identiques, en tout cas des dimensions culturelles identiques, en ce qui concerne par exemple la gestion des rapports entre les personnes, le rapport à l'autre, le rapport à la collectivité, des rapports au temps, rapport à la vie et à la mort, rapport au travail, rapport à l'âge. Et j'emprunte cette formule à Benoît Terry, que j'ai découvert cette formule dans son livre « Le management interculturel en Afrique de la Renaissance ». On peut dire qu'il existe une large convergence des valeurs et des modes d'action des Africains. Et en effet, un peu partout sur le continent, il y a un principe qui est vraiment la clé de voûte de l'organisation sociale, de la communauté, qui domine l'échelle des valeurs et qui va influencer le reste des valeurs. C'est ce qu'on appelle le principe relationnel. Le moi est posé non pas comme un absolu, mais toujours en lien avec l'autre. Je suis parce que tu es, et en lien avec les autres.
Je suis l'ensemble des relations qui me permettent de vivre. J'entendais ce matin Gracia qui a évoqué un peu rapidement l'Ubuntu, qui demandait s'il y avait un rapport de ce que nous disait ce matin le dernier intervenant, je crois, papa, je n'ai pas retenu son nom entier. Et là, tout à l'heure, on aura l'occasion de reparler de l'Ubuntu, qui est un peu le socle de cette pensée africaine. Dans cette communauté de culture, partage une vision qui est axée sur la relation et l'interrelation. Dans l'univers traditionnel africain, être, c'est être un tissu de liens, c'est être connecté aux autres, c'est être interconnecté au monde qui nous entoure. On verra également la nature, etc. Donc, j'en viens à l'Ubuntu, qui est vraiment la pensée philosophique, humaniste, qui traduit l'éthique de vie des Africains, qui indique comment se conduire droitement. Droitement, c'est une formule très ancienne que j'emprunte au rédacteur de la charte du Mandé, charte qui a été proclamée par l'empereur du Mali, Sunta Keita, en 1222, et qui par certains est considérée comme la première déclaration des droits de l'homme et qui a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc, l'Ubuntu incarne les idées de connexion et d'interconnexion de la communauté. C'est peut-être important de préciser qu'à chaque fois que je parlerai de communauté en me situant dans l'univers africain, il ne s'agira pas uniquement de la communauté humaine. C'est une communauté qui englobe les vivants et les morts, mais qui englobe aussi le vivant, qui englobe aussi le lien avec la nature. Alors, le terme Ubuntu est souvent tiré d'un proverbe zoulou que vous me pardonnerez de ne pas prononcer dans le test, mais s'il y a des gens qui savent comment, mais je n'ose pas trop égratigner. Donc, on va peut-être aller voir tout de suite comment le traduire. L'Ubuntu veut dire « je suis un être humain par et pour les autres ». Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Autrement dit, un individu dépend des autres pour être une personne. Alors là, il y a une opposition entre individu et personne. Peut-être l'idée que tant qu'on n'est pas connecté aux autres, on n'est pas réellement une personne. Une personne, c'est bien plus qu'un individu. Une personne, c'est quelqu'un qui est interconnecté, qui est parfois la personne d'autres personnes. Il y a toujours cette idée cette idée de lien. Un individu qui serait complètement isolé, complètement coupé des autres, ne serait pas une personne que l'entendent les Africains. Donc, on est un homme que par les autres. C'est ce qui fait notre humanité. Il y a donc l'idée qu'on ne peut exister pleinement que dans le partage et dans la relation bienveillante avec les autres. Alors, c'est une vision qui conduit à la mise en commun de toutes les synergies, notamment les synergies humaines. Alors, à partir de ce fond culturel commun, de cette communauté de culture qui dégage un modèle d'organisation, Elvan Mutabazi. Alors, Elvan Mutabazi est un auteur très important en ce qui concerne le management interculturel en Afrique, qui a fait des travaux véritablement inspirants. Et en observant ce modèle ancestral, il en a tiré ce qu'il appelle, lui, le modèle circulatoire du management, qui est donc un modèle de management véritablement africain. Donc, ce modèle circulatoire que décrit Elvan Mutabazi s'enracine dans la parentalité, qui apparaît comme la souche d'un arbre géant, souche à laquelle tout Africain doit pouvoir s'accorder en permanence pour vivre et s'épanouir. Il y a aussi l'idée de lien. Il faut en connaître les branches, les ramifications.
qui partent tous de cette souche. Et donc, comme toute branche de l'arbre, aucun membre de la communauté ne gagne à se couper de la sève ou à l'empêcher de circuler vers les autres. Donc, sur cet ancrage identitaire, le modèle circulatoire s'épanouit en différents types de circulation qui relient les membres de la communauté et assure leur cohésion et leur survie. Mutabazi a identifié 4 types de circulation. La circulation des biens et des personnes, la circulation de l'énergie humaine, la circulation des informations et la circulation du pouvoir. Alors, ici, je ferai encore un clin d'œil à Benoît, mais parce que il parle de ce modèle circulatoire construit par Mutabazi, mais il apporte à l'intérieur de ces différents types de circulation des observations, il les prolonge en quelque sorte de manière très, très pertinente. Alors, premier type de circulation, la circulation des biens et des personnes. Bon, elle se réalise à travers des dons et contre-dons. Ce qui sera donné sera rendu de manière ou d'une autre, parfois à un membre de la même famille, parfois même aux alliés de cette famille, et même à la génération suivante. Ce qui est une manière comment dire, de construire un lien intergénérationnel. En fait, on ne reste pas, le lien doit se vivre, y compris, et se prolonger avec les générations suivantes. Circulation des biens et des personnes, ça suppose qu'on tisse et on retisse les liens. Car seul, bien sûr, on n'est rien. Et les liens doivent être entretenus en permanence. C'est une circulation qui se fait surtout par les visites. Par les visites, parce que les échanges en Afrique sont directs. Senghor, par exemple, disait le dialogue est présence. Et on verra, on parlait tout à l'heure de la crise sanitaire, des mesures de distanciation, et on verra quel impact ça peut avoir, si elle perdure, sur le fonctionnement des sociétés africaines. Alors, j'ai autant que possible puisé dans la littérature orale africaine pour apporter une vision peut-être plus profonde de cette manière d'habiter le monde. Et j'ai retenu par exemple celle-ci, les maisons qui ne se rendaient pas visibles ont disparu. Ce qui veut dire que sans échange, sans rencontre physique, il ne peut se créer de lien. Donc, il ne peut se créer de ciment nécessaire à toute société humaine. La circulation de l'énergie humaine ou la réciprocité des droits et devoirs. Alors, au travers du principe de réciprocité des droits et des devoirs, les membres du réseau relationnel s'entraident mutuellement. Un homme isolé est comme une sauterelle qui a perdu ses ailes. Il n'a pas d'énergie. Il est comme immobilisé. Voilà. Et donc, dans ce processus de circulation de l'énergie humaine, s'entraider dans cet univers, c'est par exemple aider les voisins à récolter leurs champs, à construire leur maison, à faire toutes sortes de travaux qui demanderaient qu'on ne pourrait pas faire tout seul, en tout cas, et bien sûr à charge de réciprocité. D'où l'idée qu'on a vue tout à l'heure de dons et de contre-dons. Il est aussi important de noter que ce travail, entre guillemets, en général, l'idée de travailler n'est pas très ancrée. On dit plutôt on fait un travail. Alors, le travail se fait dans la joie, parce que cette joie elle-même est source d'énergie, et aussi parce que dans l'approche du travail, le travail n'est pas vécu comme une activité rationnelle qui serait désenchantée, qui couperait l'homme de ses raisons de vivre, de son humanité. Alors, circulation de l'énergie, parce que toutes ces activités
vont servir au renforcement des liens sociaux, qui sont le fondement même de la société. Alors, un exemple de circulation de cette circulation que j'ai retenu, c'est la tontine. J'ai retenu cet exemple parce que voilà un modèle qui est très, très ancien, qui vient vraiment de l'Afrique traditionnelle précoloniale, mais qui a une vivacité extraordinaire dans l'Afrique d'aujourd'hui, dans l'Afrique la plus moderne. Alors, par exemple, partout se trouvent des Africains aujourd'hui, dans le monde, quel que soit le continent, quel que soit le pays, ils sont tous organisés en tontine. La tontine, vous le savez sans doute, en deux mots, consiste à mettre ensemble des savoir-faire, à se rendre des services, à se faire des prêts d'argent, à mettre en commun des forces visibles pour réaliser, pour atteindre un objectif. Alors, quand je dis, par exemple, des prêts d'argent, en fait, le principe de la tontine, de manière fort simple, supposons que nous soyons une dizaine de personnes, on va se retrouver à une échéance fixée. Ça peut être chaque fin de semaine, ça peut être une fois par mois. On va décider d'une somme qu'on mettra chacun dans la tontine. Mais cette somme sera remise, c'est par exemple une tontine mensuelle, tous les mois, la somme collectée par les 10 autres membres sera remise à une seule personne. Et ainsi de suite à tour de rôle. Et il y a une autre dimension, la tontine a aussi des contraintes morales. Donc, la somme qu'on vous remet, et parfois elle est bénie par l'ensemble des membres de la tontine, et c'est l'occasion pour moi de dire qu'il y a toujours une dimension spirituelle dans les actes, y compris dans les actes quotidiens en Afrique. Et donc, celui qui reçoit cette somme a le devoir moral de le faire fructifier. Donc, par exemple, dans l'Afrique contemporaine, vous verrez des gens qui sont propriétaires de taxis, qui ont pu créer un auto-emploi. À 80% des cas, parce que beaucoup de gens n'ont pas accès aux services bancaires, c'est grâce à la tontine. Troisième type de circulation, la circulation du pouvoir ou l'exercice de la verticalité. Alors, bien sûr, il existe toujours cette verticalité du pouvoir. La dimension hiérarchique est particulièrement forte en Afrique, mais elle est contrebalancée par des chambres, des sociétés, des confréries, ce qui favorise une circulation du pouvoir parce qu'il y a l'idée que le pouvoir se partage. Voilà, il n'est pas, c'est pas un pouvoir absolu. Alors, si on parle de l'Afrique et du pouvoir, on ne peut pas éviter de parler du pouvoir des vieux, des personnes anciennes. Mais les vieux ont du pouvoir du fait de l'âge, mais aussi du fait de l'expérience de la vie. Dans les sociétés qui étaient des sociétés de précarité, le fait même d'atteindre un certain âge, eh bien, la preuve qu'on a su faire preuve, si je peux me répéter, de sagesse et de prudence, quelque part de savoir-vivre, pour pouvoir atteindre un âge aussi élevé. Donc, du fait de cette expérience, ce que le vieux voit couché, le jeune, même debout, ne peut le voir. Le vieux est donc très respecté, mais il doit être exemplaire. Il doit aider à faire passer l'intérêt de la communauté avant l'intérêt des individus. Il doit être au service de la cohésion et de la paix sociale. Il doit accepter de collaborer avec les autres sages, donc encore l'idée de partage de pouvoir, et surtout, il doit transmettre son savoir aux jeunes. C'est un de ses rôles primordiaux, car le fleuve fait des détours parce que personne ne lui montre le chemin. L'ancien doit montrer le chemin. Parce que ce chemin, c'est l'ancien qui l'a tracé.
il connaît le chemin, il a pratiqué. Et enfin, circulation des informations ou l'exercice de l'horizontalité. Donc, on l'a vu, la verticalité des pouvoirs est équilibrée par le partage avec des anciens, mais qui font partie du pouvoir, mais il est aussi équilibré par la contribution de personnes qui ne sont pas forcément associées au pouvoir. Notamment la circulation des informations au travers des classes d'âge. Alors, c'est important parce que dans l'Afrique, les gens étaient initiés par classe d'âge. Et du fait d'être initiés ensemble, de faire partie du même groupe qui a subi, qui a subi, je ne sais pas si c'est le terme, mais enfin qui a été initié, je dirais, qui a été initié ensemble, faisait un groupe très, très solidaire. Et à l'intérieur de ce groupe, ils partageaient les informations, ils analysaient le fonctionnement des et du coup, c'était un vrai contre-pouvoir. Donc, circulation à travers les classes d'âge, mais aussi un autre type de circulation de pouvoir quand les gens se rassemblent, parce que dans l'Afrique traditionnelle, le pouvoir était souvent distribué par segments. Par exemple, si on prend l'âge, on ne reçoit pas les mêmes informations que ce qu'on reçoit quand on a 30 ans, ou selon qu'on fait partie de telle société secrète, de telle association. Et ce pouvoir est ainsi segmenté, sans doute, pour favoriser la cohésion du groupe. Parce qu'en fait, le pouvoir est perçu comme une collecte. Donc, la science est le tronc d'un baobab qu'un seul homme ne peut embrasser. Donc, comme le pouvoir est tenu par une seule caste ou par une seule personne, eh bien, on est un peu pour avoir une connaissance plus globale du savoir, on est bien obligé de collaborer, de se parler, d'être ensemble. Et du fait de ces échanges, on peut dire que les opinions sont élaborées collectivement. Le groupe détermine l'opinion à travers tout un système de consultation collective. Alors, on a parlé de rationalité, c'est un peu le thème de cette intervention, rationalité occidentale versus relationnalité africaine. Et là, je vous propose un tableau qui a été conçu par Ewald Mutabazi. Alors, d'un côté, on a le modèle occidental, de l'autre, le modèle circulaire africain, que dans le cadre du management interculturel, Mutabazi appelle les modèles importés. Alors, dans le modèle occidental, donc rationnel, il y a une approche segmentaire de l'action, une volonté de maîtriser la nature, un découpage du travail, les métiers et les tâches sont spécialisés, et d'autre côté, dans une approche relationnelle, il y a une approche intégrative de l'action collective, intégration de l'homme dans la nature. En fait, intégration de l'homme dans la nature, ça veut dire que l'homme a vocation non pas à dominer la nature, ou à se servir de la nature, mais à vivre en symbiose avec la nature. Quelque part, je dirais, à former, à faire communauté avec la nature. Donc, intégration de l'homme, bien sûr, dans la société. On l'a vu, pour être une personne, il faut être en lien avec les autres. Circulation des informations et de l'énergie humaine, on vient d'en parler. Dans le modèle occidental, le profit matériel va être un peu l'objectif. Le temps se gagne ou se perd, parce que le temps, c'est de l'argent. L'individu est au cœur de la gestion de la vie, au travail et hors travail. L'accent est mis sur la réussite individuelle. Dans le modèle circulatoire africain, le profit est plutôt social. Le temps se vit et ne se perd pas.
Pardon, il ne se perd jamais s'il est partagé ou investi dans le réseau social. Puis le temps est circulaire aussi, il n'est pas linéaire. Mais c'est un temps qui permet de faire plusieurs choses à la fois. Quand on aide les voisins dans un travail quelconque, construire sa maison, certes, on fait un travail, mais en même temps, on est aussi dans la vie sociale. Donc, le groupe est au cœur de la gestion de la vie au travail et hors travail. La frontière n'est pas très nette souvent en Afrique, dans le travail et hors travail. Et les réussites sont collectives. Alors, si on schématise, en Occident, l'accent va être mis sur la tâche et l'objectif à atteindre au travers des actions spécialisées, découpées, segmentées, encore cette volonté de contrôle, qui est le seul moyen pour obtenir les résultats, les objectifs qui ont été définis. Le développement individuel est privilégié. On est dans une culture du jeu. En Afrique, l'homme doit s'intégrer dans son environnement, veiller en permanence à la qualité de ses relations avec la nature et les autres membres de sa communauté et leurs alliés. On est dans la culture du nous. D'une certaine manière, on a vu tout à l'heure, quand on parlait de profit social, la plus-value sociale l'emporte sur la plus-value économique. En d'autres termes, le lien remplace le bien. On peut aussi le dire avec un peu plus d'humour. L'argent est bien, mais l'homme est meilleur parce qu'il répond quand on l'appelle. Alors, la démarche, je le disais au début de cette intervention, c'est aussi de voir comment le modèle occidental, la rationalité occidentale peut s'enrichir de la relationnalité africaine. Alors, j'ai choisi de vous présenter un peu plus en détail trois dimensions. Le rapport à la communication, le rapport au parler, je dirais, puisque nous sommes dans la tradition orale, le rapport au temps, le rapport au conflit. Et on verra qu'il y a un impératif, mais qu'on retrouve dans les différentes dimensions culturelles, c'est l'obligation d'être vigilant dans les relations humaines. Et d'ailleurs, dans certaines régions, le mot intelligence signifie prudence ou vigilance dans les rapports sociaux. Dans d'autres, l'intelligence coïncide avec la sagesse et notamment la capacité à maintenir l'harmonie sociale. Donc, je vous propose de regarder un peu plus en détail ces dimensions, notamment le rapport au parler. Alors l'oralité à opposer à l'écriture. Que l'oralité semble avoir été un choix de société pour les Africains. Un choix qui privilégie l'échange direct, en face à face. Parce que c'est l'oralité qui permet de maintenir le lien social. Et de ce point de vue, la parole est fondatrice de l'harmonie sociale, de la bonne entente entre les hommes, de la fécondité du groupe. Donc, cette sacralisation de l'harmonie sociale a conduit les Africains à développer un art de la parole fondé sur la vigilance dans les relations humaines. Alors, quelques exemples. Chez les Dogo, par exemple, une parole irréfléchie est considérée comme une parole non mûre, une parole qui n'a pas été préparée, cuite, avant d'être servie. Du côté du Gabon, chez les Fons, il y a une analogie entre réfléchir et battre. Quand on parle du cœur, le fa signifie à la fois réfléchir et éclabousser par intermittence, par battement. C'est accumuler d'abord, puis trier et renvoyer.
un homme réfléchi chez les Francs, c'est un homme qui parle d'abord dans le cœur pour rendre l'expression telle qu'elle. Car toute parole doit être disciplinée. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble de l'Afrique. Il est difficile de trouver une traduction du mot lapsus, par exemple. D'une certaine manière, le lapsus n'existe pas. On est supposé avoir une parole réfléchie, une parole qui a été, on le voyait, qui a été préparée, cuite avant d'être servie. Car on a bien conscience que des paroles mal mâchées par l'un et ou non digérées par l'autre peuvent rompre le lien social. Et tout à l'heure, on a parlé de station du lien social. Donc, de ce point de vue, de manière générale, une parole ne doit jamais être en mesure, si je peux dire, de rompre ce lien social. Et dans ces cultures de l'autorité, les paroles qui sont valorisées, c'est par exemple les paroles pilées, qui permettent d'exprimer un point de vue tout en ménageant la susceptibilité de l'autre. Le langage indirect est tout à fait indiqué parce qu'il permet de s'exprimer, de dire sa pensée, mais comme on ne dit pas les choses toujours directement, on va utiliser des proverbes, des métaphores, des allusions, et ça permet de communiquer sans mettre en danger la relation. Et parfois, silence aussi fait partie de ce mode de communication. Savoir parler, c'est aussi savoir retenir la parole. En Afrique, la parole est considérée comme force vivante qu'il faut savoir contrôler. Donc, je le disais à l'instant, la sagesse africaine déconseille de parler n'importe comment et de parler avec précipitation. Et là, j'ai tiré de la littérature orale quelques proverbes. La parole est un œuf, si elle échappe, elle ne peut reprendre. La parole est comme de l'eau, une fois versée, elle ne se ramasse pas. Et contrairement à la culture occidentale, les paroles ne s'envolent pas. Enfin, la parole peut être un médicament, comme elle peut être un poison. Voilà. Alors, je vous propose maintenant d'explorer le rapport au temps. Et pour le faire, je vais partager avec vous un petit récit. Je prends 2 secondes pour prendre un verre d'eau. Comment as-tu fait depuis ta dernière venue ici? Demanda la grand-mère. Le jeune homme commença à lui citer fièrement ses réalisations. La vieille dame ne semblait pas l'écouter. Au bout d'un moment, elle interrompit. Qui as-tu vu depuis ce temps? Le jeune homme comprit enfin. Sa grand-mère ne cherchait pas à savoir ce qu'il avait produit ou à qui depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Mais comment, dans ce laps de temps, il avait pris soin des liens avec autrui. La vieille dame voulait s'assurer que son petit-fils n'était pas menacé par la pauvreté. Donc, dans plusieurs langues africaines, le mot pauvreté est traduit par solitude, par absence de lien, par exclusion sociale. Et là, au début, entre ce jeune homme et la grand-mère, il y avait presque un dialogue de sourds, parce que quand la grand-mère lui demande mais qu'as-tu fait depuis ce temps, ce jeune homme qui visiblement vient de la ville, peut-être un jeune cadre dynamique ou un homme d'affaires, très fièrement va parler de son évolution professionnelle, des choses acquises, peut-être une dernière voiture, alors qu'en fait, sa grand-mère voulait avoir des nouvelles des autres personnes qu'elle n'avait pas vues depuis longtemps et que lui aurait pu voir, de comment il prend soin des liens avec autrui. Dans le temps passé avec autrui, il n'y a jamais du temps
perdu. C'est du temps qui cimente le lien, qui renforce la confiance, favorise l'épanouissement individuel et collectif. Dans ce contexte, cet univers africain traditionnel, on peut se rendre visite sans motif précis, sans rendez-vous, sans but, sans aucune attente. On rend visite juste pour passer du temps ensemble. Et parfois, il ne se passe pas grand-chose. Les gens arrivent et prennent le cours des choses. Si vous êtes en train de faire la lessive, de faire la cuisine, ou même de regarder la télé, ils vont passer ce temps comme vous le passez, comme si vous étiez, comment dire, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter pour lui parler. Vous faites ensemble, vous faites la cuisine ensemble, vous faites le ménage ensemble, vous pouvez passer 1 heure ou 2 devant la télé. L'essentiel, c'est d'être ensemble, d'être tranquillement ensemble. D'une certaine manière, on produit le temps nécessaire pour cimenter le lien. On ne court pas après le temps, ce n'est pas un temps qui se perd, le temps ne s'enfuit pas, il est circulaire et il est également fait pour la construction sociale de la confiance. C'est en se parlant, c'est en dialoguant, c'est en se voyant physiquement, en face à face, que l'on construit la conscience sociale. Et là encore, j'ai retenu, j'ai tiré de la littérature orale ceci: le temps est le ciment du lien social. On en a parlé. Le temps est fait pour l'être humain et non l'être humain pour le temps. Et enfin, certains d'entre vous sans doute connaissent celle-ci: les blancs ont la montre, les noirs ont le temps. Un peu rapidement, je passe au rapport au conflit, l'idée étant qu'on aura peut-être un peu de temps pour échanger sur tout ça. Encore un petit extrait de la littérature orale, des choses piquées ici et là. Jadis, on croyait que la sécheresse sévissait quand 2 personnes se battaient pour avoir le même champ et qu'elles semaient 2 fois, chacune de son côté, dans la terre qu'elles avaient retournée dans un climat de conflit. On affirmait que cette lutte d'influence bloquait la pluie au ciel. Donc, on voit vraiment à quel point il est important que les relations humaines soient pacifiées, soient cordiales, qu'il y ait la cohésion sociale. C'est pourquoi, dans la société ancestrale africaine, la palabre qui réunissait tout le monde, la palabre était le moyen privilégié pour préserver les relations sociales et ramener l'harmonie. Alors, le but de la palabre, il ne s'agit pas d'un tribunal. On n'est pas en face des juges, et l'idée n'est pas la répression, même pas forcément d'établir des torts, parce qu'il est important de ne pas exclure, de ne pas rejeter. Il faut toujours maintenir cette cohésion sociale. Le but qui est visé, in fine, par la palabre, c'est d'apaiser les esprits. C'est une formule que j'ai empruntée chez les Bamileke de l'Ouest Cameroun, d'où je viens par ailleurs. Il faut apaiser les esprits, sans chercher forcément à pénaliser l'une ou l'autre partie. Mais il faut créer les conditions pour qu'une paix durable revienne. Et la paix durable ne se fait pas quand on exclut une partie. Et c'est pour ça que dans certains pays, la coutume fait obligation de clore un différend par des chants ou des danses. Preuve que les concernés sont d'accord pour préserver l'harmonie et l'entente, qui sont l'expression collective d'un vouloir vivre en paix dans la joie. C'est une expression d'un philosophe camerounais, vouloir vivre en paix dans la joie, qui s'appelle Eboussi Bolaga, que je cite. Voilà. Donc, ce besoin d'harmonie sociale est si important que dans pratiquement chaque village, on trouve un espace de rencontre et d'échange
pour que le dialogue soit pratiqué en permanence. Et dans cette société de tradition orale, on considère que c'est la parole, que c'est par la parole qu'il convient de gérer les tensions sociales. J'ai encore retenu d'autres petites choses tirées des traditions orales. Les hommes sont les brins entrecroisés d'une natte. Si un seul de ces brins se détachait, la natte pourrait s'effilocher. Les nuages porteurs de pluie fuient les lieux où règne la discorde. On rejette des mauvaises choses, on ne rejette pas l'homme qui les a dites ou prononcées. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais c'était pour voir si on aurait le temps d'échanger. Alors, je vais revenir vers toi, Gracia. Combien de temps nous reste-t-il? Bon, on est déjà hors temps, mais On est hors temps. non, non, mais c'est pas toi, ça a été les problèmes techniques, toi, ça a été. Écoute, essaie de conclure rapidement ou de poser des questions maintenant si tu veux avoir un dialogue avec tout le monde, parce que je crois que les gens... Plutôt les questions, c'est de tout ce qu'on a entendu sur le lien, sur l'approche relationnelle, sur le rapport au conflit, etc., au temps. Est-ce que tout ça peut servir d'inspiration? Comment cela peut être adapté ici en France, dans la vie sociale ou professionnelle? Bien, si je peux parler pendant 2 secondes, hein, tout d'abord, je voudrais dire un immense merci pour cette magnifique présentation, et magnifique non seulement par son contenu, mais aussi, si je peux me permettre, hein, par la façon, la voix, le rythme avec laquelle vous nous l'avez partagé. Et, Merci à toi, Claude. et non, franchement, c'était un super beau moment, quoi. Et de façon concrète, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vais retravailler la vidéo quand je la verrai et puis les notes que j'ai prises, et que c'est le genre de choses dont je vais me servir dans mon enseignement, qui va déjà dans des directions où j'essayais d'emmener mes étudiants. Mais là, je crois qu'on fait toucher du doigt à nos étudiants vraiment d'autres façons de penser, et de penser pourtant aussi la vie professionnelle. Et notamment, j'enseigne en Chine, là en ce moment, indirectement par vidéo, mais j'ai 40 heures de cours avec eux, et des étudiants qui vont très souvent devoir travailler dans des pays africains, hein, puisque les rapports professionnels, commerciaux et autres entre l'Afrique et la Chine sont quand même très intenses, et je crois que ça va être indispensable pour eux qu'ils entendent ce que vous avez à leur dire, et qu'ils comprennent qu'il y a une autre façon d'envisager le monde du travail. Et si je peux très brièvement terminer en disant, il y a une seule personne dans le monde occidental à qui j'ai pensé en vous entendant, notamment quand vous avez parlé de l'Ubuntu et de l'idée de se conduire droitement. Ça m'a fait penser à la théorie enfin la théorie, c'est pas une théorie, à l'idée, au mot de George Orwell, l'auteur de 1984, etc., quand il parle de la common decency, la décence commune, qui n'est pas théorisée, qui n'est pas, voilà, mais qui est juste être un être humain décent. Et qui pouvait s'appliquer à des gens non éduqués, à des gens humbles et simples. Et voilà, cette common decency, j'ai cru entendre quelque chose par rapport à l'idée de se conduire droitement qui a fait vraiment un bel écho. Merci beaucoup. Merci, Claude. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je voulais remercier à mon tour, Claude, je te remercie à mon tour pour avoir organisé cette journée, pour m'avoir invité. Et Gracia, un merci tout particulier pour ton assistance, et tous les deux pour votre bienveillance. Et bien sûr, je remercie ceux qui ont eu l'amitié de nous écouter, de nous consacrer un peu de temps, avec tant de bienveillance aussi. De te remercier parce que ton intervention a été très, très riche, comme d'habitude. Désolée seulement de t'avoir un peu
abrégé dans ton intervention parce que je pense que tout le monde est très, très fatigué. Oui. Mais comme tu vois, il y a encore des fidèles, mais passionnés qui sont restés en ligne pour t'écouter jusqu'à la fin.